IDFM 98 de la bande FM, IDFM Radio Anguin, la radio où l'on se sent bien, que vous pouvez écouter sur toute la planète Terre sur idfm98.fr. Ce soir, une invitée dans les studios, elle s'appelle Cécile. Attendez, Cécile Gilbert Kawano. Voilà, et elle est instructrice EponaQuest. EponaQuest. On l'a déjà reçue sur cette antenne pour le Tarot du Cheval. Aujourd'hui, c'est un autre livre de Linda Kohanov. Alors, Linda Kohanov est auteure conférencière mondiale, reconnue. Elle est reconnue dans le monde. Elle est monitrice d'équitation et coach équin, qui a été reconnue donc internationalement comme une innovatrice dans le domaine de l'apprentissage, l'expérientiel équin et un écrivain respecté sur le sujet de la psychothérapie, facilitée par le cheval. Elle dit qu'à l'âge de 24 ans, elle s'est retrouvée directrice des programmes d'une radio publique en Floride, oui. Alors qu'elle était très jeune. Oui. Et que celui qui tenait la radio trouvait qu'elle avait toutes les compétences pour fédérer. Oui, en fait, il a reconnu qu'elle avait des compétences relationnelles, même s'il ne l'avait pas nommée de cette façon-là. Il semblait, à son avis, qu'elle elle avait une capacité à parler au nom de la radio dans les endroits publics, à porter les valeurs de la radio, à fédérer les gens autour d'elle quand elle avait des projets. Les gens avaient envie de la suivre. Quand elle faisait des entretiens avec les musiciens se confiaient et trouvaient ses questions intéressantes. Enfin, voilà. Donc du coup, il l'a promue comme chef d'équipe dans la radio. Et c'est là qu'elle a commencé à réfléchir un peu différemment, parce qu'avoir des compétences sur un sujet, être reconnue sur le côté, disons, relationnel, empathique, compréhensif, ce sont d'autres compétences que celles de management ou d'entraîner les équipes avec soi ou de les faire travailler quand quelquefois elles n'ont pas envie de faire les choses les moins intéressantes de leur boulot. Et du coup, elle a vu qu'elle avait besoin elle a expérimenté qu'elle avait besoin de développer d'autres types de compétences pour pouvoir être un bon manager, un bon chef d'équipe. Et surtout pour que l'équipe tourne bien rond, parce qu'il y a des problèmes dans tout ce qui est professionnel. Les gens se tirent un peu dans les pattes. C'est des esprits de compétition. Ça existe. Alors, elle a commencé à expérimenter, développer et ajuster l'équilibre justement de ces problèmes, de ces conflits en travaillant avec les chevaux. À quel moment elle a commencé à travailler avec les chevaux ? C'est une longue histoire qu'elle a d'ailleurs racontée dans ses premiers livres. Au départ, en achetant une jument qu'elle pensait pouvoir monter pour faire de grandes randonnées dans le désert américain, en se disant je commence à fatiguer quelquefois avec les humains, et du coup, pour me vider la tête, me changer les idées, je vais faire de ce qu'on appelle des courses d'endurance, donc vraiment des grands trajets avec les chevaux, des chevaux d'endurance qui sont capables de porter longtemps. Et en fait, la première jument qu'elle a achetée boitait et n'a pas donc pu répondre à cet objectif. Et elle a commencé en fait à travailler avec sa jument à pied, donc travailler, être avec elle, l'accompagner dans des balades, etc. Donc en faisant deuil de son projet initial. Et au fur et à mesure qu'elle a fréquenté cette jument, en n'essayant pas de lui imposer son projet à elle, mais en essayant de découvrir ensemble ce qu'elle pouvait faire, qui leur profiterait à toutes les deux, eh bien, ses relations ont changé au sein de son travail. Et elle a commencé à voir qu'elle mettait en œuvre des choses qu'elle apprenait en fait par l'expérience, en fréquentant sa jument, et qui étaient efficaces dans la qualité relationnelle dans le monde humain. Oui, au fur et à mesure qu'elle devient plus habile avec sa jument, qu'elle la motive, qu'elle focalise son attention, qu'elle gagne son respect, ses relations familiales et professionnelles s'améliorent. Exactement. Et là, ça fait tilt. C'était une révélation pour elle. Elle n'avait pas du tout prévu ça. Et elle s'est posé beaucoup de questions. Et puis comme Linda Kohanov est en fait un peu une chercheuse, à chaque fois qu'elle a des intuitions ou qu'elle observe des choses, elle cherche à corroborer ses intuitions ou ses observations par des recherches médicales, scientifiques, sociales, psychologiques, etc. Et donc elle a commencé à faire des recherches sur
comment fonctionnaient les chevaux et comment certaines interactions entre les chevaux et les humains donnaient des résultats parfois inattendus. Ça n'était pas seulement des animaux qu'on amenait au champ ou à la guerre ou faire porter des humains pour les jeux, les courses, etc. Mais qu'il y avait plein de preuves dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de la coopération, de la collaboration ou de la coexistence entre les animaux, chevaux et les humains. Plein d'histoires et de preuves et d'expériences d'humains qui avaient en fait grandi dans leurs compétences, entre autres relationnelles, émotionnelles et relationnelles, et donc à terme aussi de leadership, en fréquentant les chevaux quand on les respecte et quand on les observe, etc. Et donc elle s'est appuyée sur ces recherches pour continuer à creuser le chemin qu'elle avait donc découvert à l'occasion de cette rencontre avec cette jument qui boitait. Alors en 1997, elle fonde Epona Equestrian Service, donc l'Epona Quest. Qui est devenu Epona Quest plus tard, oui. Alors leadership, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on va beaucoup parler du leadership. Ça veut dire quoi ce mot, leadership? Ouais, ça veut tout dire et rien dire. C'est le conducteur du bateau, c'est ça? Ça veut un peu tout dire et rien dire dans le sens où le terme ship en anglais veut dire côté relationnel, en fait, c'est le suffixe pour amener la relation. Et leader, c'est donc voilà, une relation dans laquelle quelqu'un prend une position de leader. Et donc, ça peut être le cas aussi bien dans des situations de management. Évidemment, on y pense en entreprise, chef de projet, manager, chef d'équipe. Ça peut être aussi dans un projet parental. Vous êtes en position de leadership quand vous demandez à votre enfant de mettre le couvert ou de ranger sa chambre. Vous avez l'envie qu'il prenne une action qui soit inspirée par ce que vous initiez comme mouvement. Vous avez aussi des projets militants, sociaux. Vous avez donc vous avez des positions de leadership, c'est-à-dire de prise d'initiative dans laquelle vous voudriez entraîner d'autres avec vous. Voilà, si on voulait définir d'une certaine façon le leadership, on pourrait dire on est dans une position de leadership dans les cas où on a une idée, un projet, une mission, une envie, un espoir, et qu'on voudrait entraîner les autres avec nous. Et en plus, on peut le faire de différentes façons, et la plus belle des façons, c'est certainement en se respectant soi-même et en respectant les autres, et en leur permettant, à l'occasion de ce projet, de développer leur potentiel, de s'épanouir, de grandir, et de produire, de co-construire quelque chose qui soit beau, efficace, utile, grand, ensemble. Pourquoi je vous fais un arrêt sur leadership? Parce que on parle du dernier livre de Linda Kohanov, c'est son dernier. Pour un leadership socialement intelligent, les 5 rôles d'un maître berger. Et donc on va aborder ce livre aujourd'hui. Donc elle parle dans sa préface un peu en faisant des recherches pour Comme les chevaux ensemble les puissants, c'était un livre qu'elle avait fait avant. Elle a découvert que pendant des milliers d'années, les maîtres bergers des cultures pastorales nomades avaient développé une forme de leadership à multiples facettes. Une forme de leadership socialement intelligent qui combinait 5 rôles. Ces 5 rôles qu'elle va développer dans son livre, là, le dominant, le leader, le compagnon nourrissant, la sentinelle et le prédateur. Oui. C'est un livre qui permet à des entrepreneurs de travailler dans le sein des entreprises, mais qui peut nous permettre à nous aussi de grandir. En fait, c'est une sorte de grille de lecture, comme un modèle relationnel, un modèle de fonctionnement. Comme tout modèle, ça ne veut pas dire que ça marche pour tout le monde tout le temps, et comme toute grille de lecture, ça ne veut pas dire que c'est vrai dans toutes les situations, mais c'est une grille de lecture qui est très puissante et inspirée donc de modèles qu'elle a observés dans la nature et dans les cultures, donc comme vous le citiez, entre autres nomades pastorales, mais dans des cultures en fait qui sont des cultures interespèces, des cultures où en fait les humains ont appris des compétences, développé des compétences à force de fréquenter des animaux, et les animaux eux-mêmes ont appris à faire confiance et à suivre le mouvement proposé par les humains dans certaines conditions. Et donc, quand ces cultures existent, quand ces cultures co-construites, co-élaborées et qui ont co-évolué d'ailleurs, existent, alors les humains, pour que ça fonctionne, sont obligés d'une certaine façon, sont amenés à fréquenter, à développer des compétences particulières que Linda a donc formalisées en les nommant sous 4 rôles et 2 modes de pouvoir. 5 rôles. Pardon, 5 rôles, parce que je pense à 4 rôles d'abord,
Oui. D'ailleurs, c'est dans le premier livre qu'elle a écrit, Comme les chevaux ensemble et puissants, elle commence à parler de ce modèle. C'est le moment où elle a commencé à formaliser ça. Il y avait à l'époque 4 rôles. Et depuis, elle en a rajouté un 5e. Elle a écrit ce bouquin en mettant les 5. Mais je pensais surtout 4 rôles qui sont incarnés naturellement dans le mode de pouvoir non prédateur. Oui, parce que le prédateur, c'est le 5e. Et donc, du coup, voilà, il se trouve que ces 4 rôles, quand ils sont bien équilibrés, bien utilisés et dans des relations qui fonctionnent et des projets qui sont durablement fonctionnels et peut-être même plaisants à réaliser, ces 4 rôles forment à peu près 99% du temps des interactions. Et de temps en temps, il faut prendre des décisions difficiles et c'est là que vient la compétence qui est liée au rôle de prédateur. Et tout ceci, ces 5 rôles, en fait, quand ce sont dans des situations et du vécu et des interactions saines, ces 5 rôles sont réalisés avec une intention et donc du coup un mode de pouvoir, un mode d'action non prédateur. Et donc le mode d'action et le mode de pouvoir non prédateur, sa caractéristique principale, il y en a plusieurs, mais sa principale, c'est le fait de chercher le bénéfice aussi bien de l'individu que de la communauté. Et donc, ça n'est pas « je cherche le bénéfice pour moi et tant pis pour les autres ». C'est « ok, je me respecte, mais j'essaye aussi que ça fonctionne pour tout le monde ». Et dans ce mode de pouvoir-là, ce mode d'action, ce mode de mise en mouvement, alors on retrouve les 5 rôles qui sont mis en œuvre. Statistiquement, quand on regarde dans les cultures qu'elle a observées et étudiées, entre autres les cultures pastorales nomades, elle voit, et d'autres chercheurs ne le nommaient pas comme ça, mais faisaient les mêmes constats. Elle voit que les 5 rôles sont utilisés à bon escient, avec la bonne dose, au bon moment, selon les contextes, selon les situations, de tel rôle et telle compétence, tel mode d'énergie, et à un autre moment, une petite dose d'un autre rôle en fonction de ce qui est utile. Alors dans le défi, elle dit que la simple vérité, même si elle est désagréable à entendre, est que chaque rôle comprend une face cachée qui se traduit par un comportement dysfonctionnel lorsque ce rôle est exagérément investi. Donc est-ce nous humains, on applique les 5 rôles tout au long de notre vie, et des fois on peut prendre un rôle un peu trop au sérieux? Alors, je ne sais pas. D'abord, nous, humains, ça veut tout dire et rien dire, puisque l'humanité est capable de tout, le meilleur comme le pire. Et puis, chaque individu est qui il est, et avec sa culture, son éducation, ses expériences, sa foi, ses habitudes, sa zone de confort. Ce qui est sûr, c'est que dans nos sociétés modernes, on a plutôt tendance à développer les rôles ou les facettes des rôles qui sont liés au pouvoir prédateur. On a plutôt une facilité d'aller vers la conquête, la compétition, la concurrence, écraser l'autre pour exister. Ce sont des mouvements qu'on a plus entraînés et qui sont liés aux faces sombres, on va dire, au mauvais côté de la force de certains des 5 rôles, et plus particulièrement du dominant et évidemment du prédateur. Et on a tous la capacité d'exercer les 5 rôles, d'avoir le choix délibéré, de mettre en œuvre des mouvements, des comportements, des actions liées aux 5, à chacun des 5 rôles. Mais on a aussi tous plus ou moins de facilité pour des questions d'éducation, d'habitude, d'entraînement, qui deviennent du coup des zones de confort. Et surtout, si c'est sous stress, on a tendance à répondre avec nos automatismes et les choses qui nous sont faciles de faire. Donc, si vous avez par exemple une certaine habitude et des facilités pour le rôle de compagnon nourrissant, vous allez prendre soin de tout le monde tout le temps. Dès qu'il commence à y avoir un peu de stress ou de fatigue ou de pression ou de trop de choses en même temps, ou vous n'avez pas assez dormi ou je ne sais quoi, la réaction naturelle qui va venir, c'est surtout faut pas qu'il y ait de problème, faut pas qu'il y ait de conflit. Voilà, si j'ai une grosse tendance empathique, compagnon nourrissant, je veux que tout le monde soit bien, je veux que tout le monde ait tout ce qu'il lui faut, eh bien, au moment où la pression va monter ou le moment où je suis fatiguée, je vais peut-être surinvestir ces capacités-là, les comportements liés à ce rôle, et du coup, il va me manquer peut-être la mise en œuvre des 4 autres qui seraient peut-être nécessaires dans la situation de stress ou la situation un peu difficile à dépasser. Et du coup, là, je vais tomber dans le côté, on va dire, mauvais côté de la force, côté, en fait, du coup, basculer dans le rôle, dans la façon prédatrice de fonctionner, qui est, par exemple,
si je suis très compagnon nourrissant, mais que je ne suis que compagnon nourrissant et que je ne mets pas en œuvre les autres rôles, à ce moment-là, dans cette situation, eh bien, par exemple, je vais surprotéger quelqu'un qui aurait peut-être besoin d'apprendre, dans la difficulté peut-être, dans la douleur peut-être, dans ce moment-là, sous cette situation délicate, à grandir et à faire par lui-même et mettre en œuvre ses propres compétences. Mais si je suis trop compagnon nourrissant à ce moment-là, je vais le surprotéger, je vais l'infantiliser, je vais l'empêcher d'apprendre ou de constater qu'il est capable de se débrouiller dans cette situation peut-être délicate, mais quand même. De marcher tout seul. Et de pouvoir marcher tout seul. C'est souvent le cas des thérapeutes aussi. C'est souvent le cas des thérapeutes ou des organismes qui veulent bien faire, les associations caritatives, qui attirent des gens qui sont plutôt a priori avec un fort penchant compagnon nourrissant. Et qui deviennent de dominants finalement. Et qui deviennent, voilà, alors soit dominants, soit un côté manipulateur, soit donc le côté sombre du compagnon nourrissant, soit carrément prédateur, parce qu'ils en arrivent finalement à des décisions tranchantes parce qu'ils ne supportent plus. Enfin, voilà. Donc en fait, c'est le cas, là on a pris l'exemple du compagnon nourrissant, mais c'est le cas de chacun des rôles. Si vous surexprimez l'un des rôles, c'est qu'en fait vous manquez de capacité d'adaptation et d'aller chercher l'énergie et les comportements liés aux 4 autres qui seraient peut-être utiles dans cette situation. Ça ne veut pas dire qu'il y a un rôle qui est meilleur que l'autre. Dans chaque situation, vous allez avoir besoin d'un dosage de chacun de ces 5 rôles. Alors, a priori, plutôt, si tout va bien, les 4 premiers, compagnon nourrissant, leader, dominant et sentinelle. Mais s'il y a des décisions difficiles à prendre, vous allez chercher vos forces, la compétence, la capacité à prendre les décisions difficiles, à se séparer d'une partie du projet, prendre peut-être des mesures financières. En ce moment, on voit beaucoup de gens qui sont dans des dilemmes importants avec des situations financières où ils doivent trancher alors qu'ils n'avaient pas du tout envie de le faire. Enfin, voilà. Et donc, on peut le faire en mettant en œuvre un respect et un aspect non prédateur de cette décision difficile, mais c'est à équilibrer en fonction des situations. Et donc, vous allez mettre des doses de chacun de ces rôles et des doses de chacune de ces énergies et des comportements associés. Et ça, elle nous l'explique très bien dans son introduction avec la naissance d'un poulain. Donc, vous pouvez la raconter, parce que là, les 5 rôles auraient pu l'être. Le prédateur ne l'a pas été, parce que ça s'est bien passé. Mais donc, dans cette naissance d'un poulain, elle est en même temps les 4 premiers rôles. Oui, avec une amie qui est venue l'aider aussi. Je crois que vous faites allusion au moment où Rasa met au monde une jument qui est vraiment une jument de cœur pour Linda, qui était la jument qui l'a accompagnée dans quasiment presque tout le développement de cette approche d'apprentissage facilité par le cheval, qu'elle a donc développé maintenant sous le nom d'Epona Quest. Rasa se retrouve donc enceinte, et il se trouve que Rasa avait un problème au boulet, donc la jambe qui va pas très bien. Et au moment d'accoucher, ça se passe pas aussi bien que ça aurait voulu, et la nature aurait voulu que ça se passe. Et donc, Rasa veut se coucher. Et Linda sait que si, fatiguée comme elle est et avec son problème de jambe, Rasa se couche, il y a des chances que, en fait, elle se relève pas, et que du coup, elle puisse peut-être pas donner déjà naissance, et ensuite qu'elle finisse mal aussi. Et donc là, le compagnon nourrissant aurait envie de dire je te mets dans le confort, donc je te laisse faire ce que tu as envie de faire, puisque ce sera le confort qui va te permettre de survivre ou de continuer cette épreuve. Mais l'idée était non, je dois dépasser ce côté empathique. Le compagnon nourrissant, là, c'est pas la première des compétences que je dois mettre en œuvre. Il doit rester là, évidemment, et conforter la jument, lui donner à boire, la caresser, lui parler, lui montrer qu'on est présent. Mais je dois aller chercher les autres rôles, parce que là, il faut que je l'oblige à bouger, il faut que je l'oblige à rester debout. Déjà à coucher, parce qu'elle a un problème pour sortir le petit. Déjà. Voilà, donc déjà dominant, du coup, le côté dominant qui est celui qui a l'énergie pour aller pousser, tirer, pour bousculer, pour faire mettre en œuvre les choses. Et donc, le dominant, il te dit non, ma belle, tu vas rester debout, et puis tu vas en plus accepter que je t'aide à le sortir. Donc, c'est pas confortable quand on doit rentrer un peu la main pour aller chercher, guider le passage du poulain pour qu'il naisse, etc. Mais tu vas l'accepter, parce que c'est ça qui va être la meilleure des possibilités pour toi et pour le poulain.
même si c'est pas confortable. Et en même temps, cette possibilité d'être dominant dans une situation de stress et de vraiment insister pour un certain type d'action était possible de la part de Linda parce qu'elle avait déjà créé une relation avec cette jument et que la jument lui faisait confiance. Donc il y avait déjà eu la mise en œuvre des 4 rôles principaux, en tout cas en mode non prédateur, avant dans la qualité de leur relation. Et c'est par le fait qu'elle s'intéressait à sa jument, qu'elle la connaissait, qu'elle pouvait lire aussi les signaux non-verbaux qui montraient que la jument était fatiguée, qu'elle avait envie de se coucher. Voilà, Linda était attentive à ça parce qu'elle connaissait, parce qu'elle connaissait la jument grâce au côté compagnon nourrissant. J'avais pris déjà soin de toi, j'avais déjà repéré des choses, ta façon de fonctionner, ta façon de communiquer. Et aussi, évidemment, la sentinelle qui avait déjà observé beaucoup, qui avait déjà regardé des choses, qui avait déjà appris sur des accouchements, enfin des mises bas de juments, et qui continuait là à repérer les signaux de est-ce que ça va pas, est-ce qu'il faut que j'appelle quelqu'un à l'aide, comment je fais, enfin voilà. Et donc la sentinelle très très active. Et puis il y avait aussi quand même le leadership, c'est d'appeler quelqu'un. Voilà. Non, alors le leadership, c'est plutôt avoir la vision. Donc en fait, c'est tenir sur son objectif, c'est être nourri, motivé par les résultats futurs. Et donc appeler quelqu'un, c'était plutôt la sentinelle. Et même s'il y a une petite dose de leader qui prend l'initiative, mais du coup c'est sur le côté leader ici, c'était j'ai la vision que tu es capable de t'en sortir, j'ai la vision que tu vas mettre en œuvre ce qu'il faut pour que ce poulain sorte et je vais t'aider. Et donc je ne lâche pas cette vision-là, j'y crois et je m'investis dedans pour que ce soit possible et que je continue à guider dans ce sens, dans cette direction. Voilà. Et donc les 4 rôles étaient là et dans le chapitre où elle en parle, elle est tellement heureuse et elle ressent beaucoup de gratitude envers le fait que cette fois-là, elle n'a pas eu à mettre en œuvre le côté prédateur. Qu'aurait été de tuer la jument. Tuer la jument et ou le poulain, si jamais c'était la meilleure façon pour que chacun ne souffre pas plus qu'il ne souffrait déjà. Oui, donc une très très belle histoire qui nous fait comprendre tout de suite ce qui se passe. On fait une mini pause musicale. Les chevaux sauvages par centaines envahissent les plages. Les chevaux sauvages sous l'orage envahissent les plaines, de la mer aux montagnes. Plus rien ne les retient, de la Chine à l'Espagne. La terre leur appartient, de l'ancien règne humain, il ne reste plus rien. À la surface du globe, les hommes ont disparu, fauchés par un microbe, un virus inconnu. Il reste les chevaux, lancés au grand galop. Les chevaux sauvages par centaines envahissent les plages. Les chevaux sauvages sous l'orage envahissent les plaines. Les chevaux sauvages. Les chevaux sauvages, peut-être il ne restera que quand le virus... il parle de... C'est Camille Couteau qui parle de cette chanson. Elle est un peu appropriée en ce moment avec ces histoires de coronavirus. Nous sommes toujours avec Cécile Gilbert Kawano et nous parlons du livre de Linda Kohanov pour un leadership socialement intelligent, les 5 rôles d'un maître berger. On va revenir un peu, si vous voulez bien, Cécile, sur Darwin qui suggère que ce n'est pas l'espèce la plus forte ou la plus intelligente qui survit, mais c'est celle qui est la plus réactive au changement. Peut-être qu'en ce moment, on est en plein dans ça aussi. Ah bah oui, c'est assez d'actualité, hélas, parce que j'aimerais bien qu'on n'ait pas à subir tout ça. Mais je pense qu'il y a beaucoup de souffrance pour beaucoup de gens dans ces situations. Oui, en fait, Darwin, il a été interprété. C'est-à-dire que quand il a publié, on était au moment où l'humanité était en train de s'industrialiser.
Et l'interprétation de l'espèce qui survit est l'espèce qui est capable de changer, qui est capable de s'adapter, qui est la plus ajustée à son environnement. Mais ajustée à son environnement, c'est un ajustement continu. Ça a été interprété comme l'espèce qui survit, c'est celle qui est la plus forte. Et donc, la plus ajustée est devenue la plus forte. Mais c'est une interprétation. Et on se rend compte que dans la nature, et Linda s'appuie aussi sur plusieurs études qui ont été menées par des gens qui ont relu Darwin et d'autres qui ont travaillé un peu après lui et jusqu'à nos jours, pour constater en réalité que c'est beaucoup plus la capacité d'ajustement, d'innovation et d'intelligence collective, et le collectif pouvant être dans une même espèce, au sein d'une même espèce, mais pouvant être aussi interespèces. C'est plus ces capacités d'ajustement, d'innovation, d'adaptation et d'intelligence collective qui permettent à la fois la survie, mais aussi une bonne vie. C'est-à-dire pas seulement survivre, juste manger, dormir, boire et trouver un abri, mais en plus s'épanouir et profiter de ses capacités. Alors Darwin, c'est toute cette loi de l'évolution qui fait que l'homme, quelque part, il se sent au-dessus de tout. Mais alors, dans nos livres de Linda Kohanov, il y a l'histoire de Pierre Alexievitch Kropotkin. C'était une sorte de prince russe qui parle de l'entraide, un facteur d'évolution, un livre paru en 1902 et qui contredit donc ce que disait Darwin avec la loi de la nature. Qui contredit pas, justement, qui va dans le sens de ce qu'écrivait Darwin, mais qui a été interprété... Oui, parce que Darwin, finalement, on lui a fait dire un peu ce qu'on voulait. Exactement, surtout par les instances de l'époque qui voulaient industrialiser. Comment voulez-vous obliger des gens à faire de 12 à 14 heures dans une usine sous des conditions qu'on pourrait dire inhumaines, si vous n'avez pas une sorte de philosophie de loi, de vérité universelle qui est prouvée par la nature. Et donc, ils ont interprété les écrits de Darwin pour dire, regardez, c'est dans la nature, c'est le plus fort qui gagne. Et donc, moi, je suis plus fort que toi, tu vas en usine et puis tu souffres et tu produis ce que je te demande de produire. Je caricature en allant aussi rapidement, hein, mais c'est une des interprétations qu'on a aujourd'hui quand on relit Darwin. Et c'est du coup ce qui a intéressé le prince Kropotkin qui, quand il a lu Darwin, a dit « mais c'est magnifique, je veux vérifier à quel point c'est vrai ». Et comme il était prince et qu'il avait un peu de moyens, il a invité une 50aine de Cosaques avec lui et ils ont été se balader pendant je ne sais plus combien de mois dans les steppes russes. En Sibérie. Et ce qu'il a observé était donc que ce soit au sein d'une même espèce ou que ce soit interespèce, la loi statistiquement la plus importante et dans des proportions vraiment non polémicables, enfin je veux dire on peut pas contredire ça, c'est que c'est l'entraide, et d'où son livre, l'entraide, et il dit en fait et c'est bien ce que Darwin dit, les espèces qui survivent sont celles qui peuvent s'adapter, et celles qui peuvent s'adapter sont celles qui sont capables de collaborer, de s'entraider, soit au sein d'une même espèce, soit même entre espèces. Donc il insiste même que l'entraide n'est pas une exception à la règle, mais une loi fondamentale de la nature. C'est bien à entendre en ce moment. Alors il faut pas qu'on soit chacun pour soi. Après, il se déguise en paysan, conférencier sous le nom de Borodine. Et il va en prison, il s'évade, il promeut ses idées dans toute l'Europe. Oui, parce qu'en fait, il était révolutionnaire et du coup, on a essayé de le faire taire. Il voulait mettre à bas. Il était démocrate avant l'heure. Il était un peu anarchiste. Voilà. Donc du coup, on a essayé de le faire taire. On l'a mis en prison. C'est une vie rocambolesque. À la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, le concept d'évolution a été utilisé encore comme une autre façon de justifier un comportement insensible et opportuniste. La survie du plus adapté, la survie du plus fort, ce que vous disiez tout à l'heure, et la compétition pour des ressources limitées. Donc, on nous a tous amenés vers la survie, la compétition, être plus fort. Oui, écraser la concurrence, être plus fort que le voisin, il n'y aura pas assez pour tout le monde. Alors que toutes les expériences qui ont un esprit un peu plus ouvert, par exemple, on est en train de redécouvrir ces temps-ci dans plein de pays riches, la permaculture. Et on se rend compte qu'on pourrait, par exemple, imaginer
avoir une ville dans laquelle les trottoirs soient remplis de tomates et de choux et que ça nourrirait la ville. Si on faisait les trottoirs au lieu de les bitumer, de les faire... Voilà. Donc, il y a plein d'études qui ont été menées qui disent, mais en fait, arrêtons de dire que les ressources sont limitées. C'est notre façon de nous adapter dans le monde dans lequel nous vivons, la façon dont nous avons politisé, c'est-à-dire organisé la vie sociale ensemble, les choses sous un angle économique de croissance dure et non pas sous un angle de respecter l'environnement et nous respecter nous-mêmes, et qu'en fait, d'autres choix sont possibles. Alors après, je ne suis pas en train de dire qu'il faut révolutionner la Terre entière. En tout cas, ce n'est pas ce qu'est en train de dire Linda dans son livre. Mais il y a d'autres options possibles. Et si on regarde les modèles de la nature, et si on regarde ce que proposait Darwin, et entre autres, il a écrit des bouquins sur les émotions des animaux et les émotions des humains qui sont passionnants, qui sont moins connus, mais qui sont aussi passionnants. Les livres du prince Protoptine, j'arrive jamais à dire son nom correctement. On va dire Borodine. Et d'autres études qui ont été menées et développées ces derniers temps qui prouvent que, en fait, en organisant le collectif autrement, et entre autres en s'appuyant sur un pouvoir non prédateur plutôt que prédateur, ce qu'explique Linda dans ce livre, on pourrait peut-être arriver à une vie où chacun pourrait prendre ses responsabilités pour que vivre ensemble soit plus agréable, plus efficace et plus durable. Oui, Darwin avait écrit en 1871 un livre qui s'appelle « La descendance de l'homme et la sélection naturelle », où il disait « Il n'y a pas de différence fondamentale entre l'homme et les mammifères supérieurs dans leurs facultés mentales ». Et ça nous amène à la déclaration de Cambridge de 2012. 2012, oui. Entre Darwin et 2012, on a mis du temps avant de dire peut-être. Et c'est quoi cette déclaration de Cambridge? Alors en fait, c'est le fait de reconnaître la sensibilité du monde animal et de dire que les animaux ne sont pas que des mécaniques biologiques et chimiques, mais aussi des êtres doués de sensibilité. Et donc, on a eu tout un symposium à Cambridge en 2012 de gens qui venaient de différentes disciplines scientifiques et qui se sont mis d'accord pour dire, nous tous, avec tout ce qu'on a maintenant compris et observé et étudié dans le monde animal, on ne peut plus dire que l'homme est intelligent et les autres ne le sont pas. Il y a une capacité de prise d'information, de traitement de l'information et de réaction émotionnelle chez les animaux sous différentes formes qui ne sont pas obligatoirement les mêmes que celles des humains, mais qui est réelle. Il faudrait peut-être qu'enfin on dise c'est vrai, ça existe et on le reconnaît. Donc cette déclaration dit juste, on le reconnaît. On reconnaît même une conscience à l'animal. Voilà, à partir de cette sensibilité, on peut commencer à parler de conscience, puisque on a des réactions qui sont apparemment délibérées du fait de cette prise d'information, ce côté affectif qui est aussi dans la prise d'information, et du coup de choix de délibérés et volontaires et parfois répétés. Donc oui, on ne peut pas dire que les animaux sont juste des mécaniques, un bouton, on appuie dessus et ça marche. Non, non, non. Il y a des sensibilités individuelles et collectives qui font qu'on peut parler de conscience chez les animaux. Et même certaines études qui parlent de ça pour des plantes. On verra peut-être une déclaration de Cambridge là, pour les plantes un jour. On avait fait quelque chose sur les plantes aussi. Bon. Y compris chez la pieuvre. Hein. C'est-à-dire tous les animaux, les mammifères, les oiseaux et beaucoup d'autres créatures. Oui. On a beaucoup de gens qui s'intéressent aux différentes formes d'intelligence animale. Et d'ailleurs, une université d'été de l'animal tous les ans, fin août, organisée par Yolaine Delabigne, au zoo de Bourbancet en Bretagne. Et c'est passionnant de voir tout ce qu'on apprend de nos jours sur les capacités de différentes formes d'intelligence que celles directement reconnues comme humaines, mais qui sont des vraies intelligences, des capacités d'adaptation, de choix, de décision, de négociation, d'essais-erreurs, d'apprentissage. C'est passionnant. Alors, les recherches menées à la fin du XXe siècle ont également confirmé la thèse de Pierre Kropotkin, selon laquelle la sociabilité est, pour un nombre important d'espèces, un facteur important pour la survie et pour l'évolution continue. Et il y a même une base biochimique qui explique ces tendances. On va parler de l'hormone ocytocine. Ça, c'est quand même beau, ça, cette histoire. C'est une sorte de petit miracle de médicament interne magnifique, l'hormone ocytocine. L'ocytocine est une substance que nous générons et que les animaux génèrent aussi, et entre autres les mammifères,
dans des situations d'interaction sociale. Donc, quand nous sommes en présence d'êtres, d'individus, qu'ils soient d'ailleurs humains ou animaux, d'individus qui nous font nous sentir bien. Et c'est une sorte de cercle vertueux parce qu'il y a un côté biochimique où on ne sait pas très bien de la poule et de l'œuf qui commence, parce que quand vous avez une production d'ocytocine, vous attirez en fait l'attention des individus autour de vous, même si vous ne vous en rendez pas obligatoirement compte, qui ont envie de venir vers vous. Et de même, quand les autres viennent vers vous et qu'ils vous permettent de ressentir ce sentiment d'être à la fois connecté et en sécurité, alors la production d'ocytocine augmente. Donc voilà, est-ce que c'est parce que l'autre approche? Est-ce que c'est parce que vous avez produit de l'ocytocine? Et l'ocytocine permet plein de choses magnifiques. Elle aide par exemple le cerveau à mieux mémoriser, elle aide le système immunitaire à se booster et du coup vous guérissez mieux si vous êtes écorché ou que vous avez un virus qui traîne et dont il faudrait auquel il faut survivre. Vous avez une capacité aussi de mieux réguler votre digestion. Vous avez plein de choses très très intéressantes avec en plus cette espèce de ressenti interne de bien-être puisque vous vous sentez à la fois connecté et en sécurité. Or, nous sommes des animaux grégaires, nous avons besoin de ressentir la connexion, mais ressentir la connexion sans sentir le danger de la connexion, sans se sentir vulnérable et en risque, c'est juste un bienfait magnifique. C'est vive la vie. Alors cette oxytocine qui est un neuropeptique puissant que l'on croyait autrefois être libéré uniquement chez les femelles pendant le travail de la mise à bas et la production de lait, apparaît également chez les hommes lorsqu'ils s'adonnent à des activités de soins, y compris lorsqu'ils caressent et prennent soin des animaux. Oui, on s'est rendu compte de ça. Et même sans caresser, quelquefois, il n'y a même pas besoin du toucher. Et dans ces périodes où on a trouvé ce terme abominable avec la Covid-19 de distanciation sociale, ce qui est une horreur, c'est une distanciation physique, mais on a besoin de connexion sociale, d'autant plus qu'on est en vulnérabilité. Et donc, l'ocytocine peut être produite rien que quand on se regarde déjà. Quand vous regardez l'autre, que ce soit un animal ou un humain, avec un regard attentif et doux, vous produisez de l'ocytocine et vous aidez la personne que vous regardez à en produire. Donc, distance, geste barrière, on est dans une période, là on enregistre dans une période quand même où on continue à devoir faire attention et je pense qu'il y aura beaucoup de choses sur lesquelles on continuera à devoir faire attention. Pour autant, on peut être connecté. Je vous regarde et je vous regarde avec un regard attentif et doux, je m'intéresse à vous, je ne vous impose pas ma présence, vous allez produire ce neuropeptide magnifique qu'est l'ocytocine et je vais en produire aussi. Espérons qu'on ne nous oblige pas à porter des lunettes noires la prochaine fois qu'on sera confiné. Deuxième. Ça marche aussi avec de longues respirations profondes. Toujours à l'écoute d'IDFM sur le 98 de l'Amande FM, dernière partie avec Cécile Gilbert Kawano, qui est monitrice, éducatrice, comment on dit ? On dit instructrice. Instructrice. C'est un drôle de terme, mais bon, c'est le terme consacré. EponaQuest. Instructrice EponaQuest. Nous parlons du livre de Linda Kohanov, et là on vient d'entendre Darwin avait raison, on parle des loups de Wall Street, on dit que l'homme est un loup pour l'homme. Il faut un peu bousculer les clichés. Les humains sont des prédateurs et les chevaux sont des proies. Ça, c'est une phrase qui revient souvent et qui est, d'un certain point de vue, totalement fausse. Oui, parce qu'ils nous laissent monter sur leur dos. Donc, si une proie nous laisse monter sur le dos, on ne laisserait pas un lion nous monter sur le... Oui, puis en plus, prédateur et proie, c'est comme si on parlait de deux choses différentes. Parce qu'en fait, prédateur, ça va être ceux qui se nourrissent sur les autres. Et proie, ce serait ceux qui sont mangés. Bah oui, mais ceux qui sont mangés, ils font pas que ça. Ils ne font pas que être mangés. En fait, c'est prédateurs et herbivores. Et il se trouve que quand des prédateurs veulent s'attaquer à des grands herbivores, surtout si ce sont... les grands herbivores, en plus, ils sont ensemble. Donc, ils se soutiennent les uns les autres, ils se défendent les uns les autres. Donc, ce sont des proies pendant quelques secondes de leur vie. Est-ce qu'on doit... même si ces secondes peuvent se reproduire plusieurs fois, est-ce qu'on doit définir qui on est à propos de quelques secondes de nos vies ? Non, je pense que basiquement, ce sont d'abord et avant tout des herbivores. Et quand vous voyez des meutes de loups ou de lions qui veulent attaquer des chevaux, des buffles, des rennes, des machins, en fonction des pays et des prédateurs, il faut qu'ils s'organisent très très bien ensemble pour arriver à tuer un petit ou un blessé ou un malade.
Donc les prédateurs, c'est utile dans la nature parce qu'ils nettoient ce qui ne fonctionne plus. Ils éliminent ce qui serait trop faible pour survivre tout seul. Et puis c'est plus facile de s'attaquer aux vieux, aux jeunes et aux malades, exactement. Et en fait, du coup, dans la nature, ça préserve une forme d'équilibre. Et le troupeau d'herbivores peut continuer à avancer, à être nomade sans avoir à se nourrir, rester trop longtemps sur une pâture qui ne les nourrit plus parce que y en a 3 qui avancent pas, quoi. Les 3 qui avancent pas, ils ont été mangés par les prédateurs et tout le monde est en fait mieux. Les prédateurs vivent et les herbivores vivent aussi. Voilà. Et donc nous, on regarde ça avec un regard un peu moralisateur. Ah, il y a les bons et les méchants. Non, c'est la nature. Il y a un équilibre qui doit fonctionner. Et cet équilibre qui doit fonctionner, nous, les humains, on l'a déjà pas mal bousculé dans plein d'endroits et où il essaye de se rétablir plus ou moins comme il peut. Du coup, les chevaux ne sont pas plus proies que ça. Et je peux vous dire que j'ai rencontré certains chevaux, avant de leur faire ce que vous voudriez, et il faut que vous vous y preniez vraiment tranquillement et fermement. Et construire une relation de confiance et une relation où le respect existe des 2 côtés pour qu'ils veuillent bien coopérer et faire ce que vous lui demandez. Et donc, à ce moment-là, je ne prends pas du tout le cheval pour une proie. Quand je suis en face d'un individu qui sait ce qu'il veut, je le prends comme un individu qui sait ce qu'il veut, non pas comme une proie ou un prédateur. Comme moi, je ne me vois pas plus prédateur qu'autre chose. D'ailleurs, l'humain est prédateur. Est-ce qu'on doit considérer tous les humains comme des prédateurs? Peut-être parce que le contraire, proie est trop horrible à supporter. Oui, y en est-ce qu'on est toutes des proies ou on est tous un peu des 2. D'ailleurs, la morphologie de l'humain est bizarroïde puisqu'on a les yeux des prédateurs, focalisés vers l'avant, plutôt à l'avant du visage, tournés vers l'éventuelle proie, donc avec une focalisation vers l'avant. Et on a des intestins qui sont plutôt longs et un peu larges, enfin qui fonctionnent plutôt comme un peu, comment dirais-je, les herbivores. On a des dents plutôt d'herbivores et on ne digère pas bien la viande si elle est crue, par exemple. Donc on est omnivore, on mange de tout. Mais on n'est pas prédateur. Alors à moins que ce soit d'être prédateur que de manger de la salade. On est prédateur pour la salade, ça c'est sûr. Mais en tout cas, on est omnivore et on a des caractéristiques physiologiques qui appartiennent aussi bien aux herbivores qu'aux prédateurs. Et donc, du coup, nous devons trouver notre propre équilibre dans un environnement qui a les 2, aussi bien prédateurs que herbivores. Et nous, on est un peu des 2. Voilà. Alors, dans son livre, Linda Kohanov nous parle des origines de l'humanité, c'est-à-dire de comment on est devenu fermier, comment on a pu se débrouiller avec ces troupeaux qui étaient autour, comment les gens ont commencé à faire de la culture. Cette culture, elle intéressait beaucoup les animaux sauvages. Donc, comment, sans avoir de possibilité de clôturer comment il a fallu faire la paix aussi entre les animaux. Oui, et il semblerait, d'après certaines études, et puis dans le livre pour un leadership socialement intelligent, Linda Kohanov prend l'exemple d'un couple qui s'est installé dans un coin perdu en Amérique du Nord et qui se trouvait être des biologistes et du coup s'intéressait beaucoup aux animaux, la faune, la flore, et qui se sont installés dans un coin où il y avait beaucoup de cerfs. Et du coup, comme c'était des gens qui étaient intéressés, ils ont beaucoup documenté leur expérience. Et l'homme dans ce couple a écrit un livre et puis fait un documentaire. Donc, pour Linda, ce livre et ce documentaire ont permis de corroborer, en fait, de donner par l'exemple, là, ici, aujourd'hui, la preuve que les études qui sont menées dernièrement tendant à prouver qu'il y avait en fait une coévolution entre l'humain et les animaux étaient peut-être plutôt vraies que fausses. Ces hypothèses selon lesquelles, ces suppositions selon lesquelles en fait les animaux sauvages auraient peut-être en grande partie choisi d'être domestiqués. Alors, je ne sais pas si c'était leur projet d'être domestiqués, mais en tout cas de se rapprocher de l'humain et qu'il y avait un bénéfice mutuel. En se rapprochant de l'humain, ils avaient peut-être une pression moins forte de certains prédateurs, ils avaient peut-être un accès à une nourriture plus facile, ils avaient peut-être aussi des relations avec ces drôles de machins, là, genre bipèdes, qui pouvaient être curieuses, intéressantes, parce que les animaux sont aussi souvent curieux et aiment bien tester des choses, et découvrir de nouvelles possibilités, entre autres possibilités relationnelles. Et du coup, il y aurait eu en fait un choix
entre des humains qui auraient accepté que les animaux peut-être mangent un peu de leur culture, et en même temps les animaux qui choisissaient de rester en proximité des humains. Et apparemment, au fur et à mesure des générations, ceux qui avaient, entre humains et animaux, accepté cette cohabitation, ce rapprochement, ils auraient vécu, génération après génération, ce qu'on appelle aujourd'hui une coévolution. Il y aurait des processus biochimiques qui auraient été transformés du fait de cette proximité et de ces relations qui se nouaient de plus en plus intimes, de plus en plus proches, et entre autres d'ailleurs via l'ocytocine dont on a déjà parlé. Et aussi le fait, quand vous entendez les gens se plaindre de vivre dans un monde où l'homme est un loup pour l'homme, je cite le livre, est un loup pour l'homme, vous savez qu'ils sont pris dans une sorte de système de pouvoir prédateur. C'est-à-dire que quand on dit cette phrase-là, finalement, on accepte le fait qu'on doit vivre dans ce mode de compétition, de concurrence, d'écraser l'autre pour survivre, comme si c'était une vérité, qu'il n'y avait pas d'autre option. Oui, souvent, les gens qui ont ce genre de phrases se sont plus ou moins consciemment résignés au fait qu'ils devaient soit être écrasés, soit écraser l'autre pour pouvoir vivre, peut-être même quelquefois uniquement survivre. Et en fait, quand on fait ça, on s'automutile de plein de potentiels et de possibilités de développer des compétences et des émotions agréables en cascade. Et on s'enlève des possibilités de vivre ensemble de façon peut-être plus constructive, de façon peut-être plus agréable, de façon peut-être plus durable aussi. Mais on le prend comme une vérité et du coup, on ne va pas chercher ailleurs. Alors, lorsque des clients en thérapie ou en développement personnel lui disent qu'ils ne se sentent pas bien en sécurité en groupe, elle découvre généralement qu'ils ont grandi dans un système familial extrêmement prédateur ou qu'ils ont été harcelés à l'école, par exemple. Notre société est une société prédatrice. Très clairement, c'est une société de conquête. D'ailleurs, on a entériné avec des choix politiques la croissance. Je veux dire, une société serait saine économiquement uniquement si elle croît. Donc ça, c'est une société de conquête. C'est une société qui va toujours chercher à faire plus. Alors, je ne dis pas que la croissance est mauvaise en tant que telle. Peut-être qu'il y a différentes formes de croissance, pas seulement économique ou conquérante. Et puis, il y a peut-être aussi le fait que, en même temps qu'une certaine forme de croissance, on pourrait développer aussi peut-être une croissance dans la qualité relationnelle, une croissance dans le respect de soi et des autres, une croissance dans le respect des autres entités qui vivent sur cette planète avec nous, espèces animales, végétales, même minérales, que pour l'instant, notre société de conquête, nos sociétés de conquête, qui sont quand même majoritaires dans la vie humaine actuelle, en nombre en tout cas, n'arrivent pas à, pour l'instant, bien appréhender. Et du coup, on est éduqué avec cette espèce d'enfermement dans une réalité qui considère comme inéluctable le besoin d'aller toujours plus loin, toujours plus fort. Et ce qui est d'un côté intéressant, les capacités de l'humain pour l'innovation et le progrès permettent des choses qui sont magnifiques. Linda Kohanov s'intéresse à une forme d'équilibre. Comment est-ce qu'on pourrait équilibrer notre côté prédateur avec le côté non prédateur et n'utiliser le côté prédateur que quand c'est nécessaire pour le bénéfice commun à la fois de chaque individu et de chaque communauté. Oui, ce qui est étonnant aussi, c'est ce besoin d'aller voir les animaux dans les zoos, dans les parcs d'attractions. Et elle explique à un moment qu'il y en a qui se sentent mieux quand un animal sauvage mange dans leurs mains. C'est-à-dire on a besoin quand même de retourner voir les animaux quelque part. On sort là, on est la période qu'on appelle déconfinement pour beaucoup d'entre nous, même si certains endroits reconfinent ou en tout cas partiellement, et qu'il y a encore hélas beaucoup de gens qui vivent des difficultés avec cette fameuse Covid. Beaucoup de gens pendant le confinement se sont aperçus qu'ils avaient ce besoin de nature et que ça leur faisait du bien de prendre du temps pour peut-être juste marcher dans la nature, pour peut-être être juste avec leur chat, leur chien, pour passer du temps avec des formes de vie qui étaient peut-être plus
terre à terre, plus simple, plus directement en lien avec la nature. Et ça fait profondément du bien. Alors, peut-être que dans nos vies quotidiennes, on pourrait voir comment on peut rajouter un petit peu plus, une dose un peu plus forte de ce qui génère en notre système biochimique les facteurs clés de bien-être profond et durable, entre autres l'ocytocine, mais pas que. Et donc, les éléments qui, quand on est connecté à la nature et à des êtres vivants et sensibles qui ont un fonctionnement plus proche de la nature, en réalité, on se fait du bien à nous-mêmes. Elle dit que Jésus était parfois représenté comme un berger, mais parfois comme un agneau. Oui, c'est vrai. Et que dans les églises, on appelle le troupeau, le troupeau de personnes qui viennent dans les églises, avec des pasteurs, bien sûr, qui les dirigent, enfin, qui les mènent. Qui les guident. Oui, c'est un vocabulaire associé aux cultures pastorales. Donc, pour Linda Kohanov, le postulat, c'est que Jésus était très empreint, très infusé de culture pastorale nomade, et que dans son approche d'une meilleure façon de vivre pour l'humain, il y aurait ce lien avec les compétences développées par les grands maîtres bergers. Donc encore une fois, ici, maître n'est pas comme maître esclave, hein, c'est maître dans le sens maîtrise de moi, maîtrise de l'autre, maîtrise dans le sens maîtrise de mes compétences et maîtrise de mes comportements, et maîtrise de l'autre dans le sens influencer l'autre, c'est-à-dire je propose quelque chose et l'autre réagit, prend position et dit je suis d'accord, je suis pas d'accord, mais je lui laisse ce choix. Mais je peux lui laisser ce choix si moi je suis serein dans mon approche, ma position, mes propositions, mon projet, mes compétences, mes envies et mes capacités de négociation, parce que le projet va se co-construire. Et du coup, voilà, l'idée de Linda, enfin, quand elle parle de ce lien dans le vocabulaire avec les cultures pastorales entre l'enseignement de Jésus et la façon de vivre des cultures pastorales nomades, pour elle, il y a ce lien avec les compétences clés liées au mode de pouvoir non prédateur, au bon usage du prédateur pour prendre les décisions difficiles, mais pour le bénéfice de tout le monde, donc avec une intention non prédatrice, et les 4 rôles plus directement non prédateurs que sont le dominant, le leader, le compagnon nourrissant et la sentinelle. Et je suis votre berger. Il y a dans cette parole la possibilité peut-être d'aller chercher des compétences dans l'ensemble de ces rôles et dans ce mode de pouvoir non prédateur. Apprendre à partager le pouvoir et le défi du XXIe siècle. On rappelle le titre du livre, pour un leadership socialement intelligent, les 5 rôles d'un maître berger, de Linda Kohanov, K-O-H-A-N-O-V, au courrier du livre. Qu'est-ce que vous pourriez dire, Cécile Gilbert Kawano, pour terminer cette émission? Déjà, lisez le livre, parce que je pense qu'il y a plein de choses dont on n'a pas eu le temps de parler et qui sont de façon très intéressante développées dans le livre, mais aussi que c'est une approche qu'on peut développer. On peut aller voir des instructeurs EponaQuest, ceux qui sont certifiés Master Order, évidemment plus spécifiquement, pour aller apprendre par l'expérience avec les chevaux comment développer toutes ces compétences, parce que c'est bien beau intellectuellement de se dire « Ah oui, c'est intéressant », mais comment vous le faites, comment vous le mettez dans vos muscles, comment vous le mettez dans vos relations, comment vous le mettez dans vos comportements. Apprendre par l'expérience avec les chevaux, c'est une façon tellement belle et tellement puissante de le faire. Peut-être dans le livre aussi, vous avez un questionnaire à la fin pour savoir quelle est votre dominance et peut-être pouvoir la changer. Enfin, ils sont bien expliqués, les 5... Oui. Les 5 rôles du maître berger. Et encore une fois, aller voir les instructeurs EponaQuest pour aller délibérer, aller voir un peu plus les nuances des résultats de votre questionnaire. Et vous trouvez la liste des instructeurs EponaQuest, entre autres sur le site EponaQuest France. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Cécile. Avec plaisir. Merci. Désormais silencieuses, les vallées merveilleuses, les chevaux sauvages traversent les paysages. Il n'y a plus de frontières. Le vent librement vient tourmenter leurs crinières, coucher les champs de foin.
sauvages par centaines envahissent les plages, les chevaux sauvages sous l'eau.